L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Victor Wembanyama et les Spurs ont peut-être bien plus de chances d'éliminer le Thunder que ce que tout le monde veut bien l'admettre aujourd'hui. Plus je regarde cette série à venir et plus je me dis peut-être qu'OKC vient de tomber sur LE match-up qu'il fallait qu'ils évitent. Depuis quelques jours pourtant j'ai l'impression d'entendre le même discours partout. OKC roule sur tout le monde, OKC est trop fort, OKC va gagner le titre. Et franchement, je comprends le délire, l'équipe est ultra dominante et aujourd'hui, tous les voyants sont au vert pour qu'ils aillent chercher le doublé. Sauf que les Spurs, c'est pas non plus une équipe lambda, ils ont terminé 2e à l'ouest, ils ont eu 62 victoires et ils ont passé la saison à poser des problèmes à OKC. Bon, vous l'imaginez bien, ce sujet, il a été choisi rapidement en fonction de l'actu, pas sur Instagram. Mais allez me suivre quand même là-bas pour continuer à voter parce que justement, un gros sondage vient de tomber pour le choix du sujet de la prochaine grosse vidéo. Puis tant qu'à faire, abonnez-vous ici aussi, parce qu'avec les playoffs en cours, une vidéo peut tomber n'importe quand, encore une fois en fonction de l'actualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on analyse un peu cette série à venir. Pour ça, on va parler des confrontations directes, du problème Wemby, du collectif des Spurs, et surtout d'un truc qui pourrait peser très lourd. Plus la série deviendra physique et émotionnelle, et plus ça pourrait aider San Antonio, je me dis. Et si le Thunder arrive en mode arrogant en pensant que cette série va se gagner tranquillement, je pense que ça peut être dangereux pour eux. Alors installez-vous bien, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, les Spurs peuvent potentiellement faire exploser tous les pronostics des parieurs NBA. Le truc pour commencer, c'est qu'avant même de parler des Spurs, il faut se rendre compte à quel point le Thunder semble impossible à battre en ce moment. On parle des champions NBA en titre, 64 victoires, meilleur bilan de la ligue, plus de 11 points d'écart en moyenne sur la saison. À ce niveau-là, c'est plus une grosse équipe, c'est une machine. Et le plus flippant, c'est qu'ils savent gagner de toutes les manières, vite, lentement, proprement et même salement s'il faut. Et quand on regarde leur parcours de playoff jusque-là, ouais, y a de quoi avoir peur. OKC arrive en finale de conférence à 8-0, 2 sweeps, Phoenix puis les Lakers, et pas des sweeps fragiles. À chaque fois que les matchs se resserraient, le Thunder donnait toujours l'impression de reprendre la main au bon moment. Je crois que c'est ça le plus flippant chez eux. OKC n'a même pas encore vécu une vraie crise dans ses playoffs. Pas de série à 2-2, pas de vrai doute. Leur parcours ressemble à celui d'un champion qui avance tranquillement vers les finales NBA. Et au centre de tout ça, il y a le double MVP en titre, peut-être le meilleur joueur au monde actuellement. Shai Gilgeous-Alexander joue un basket complètement obscène. 2 MVP consécutifs, plus de 30 points, plus de 55% au tir, alors que c'est un arrière qui crée quasiment tout seul. C'est n'importe quoi, et surtout il contrôle les matchs, il avance à son rythme, passe l'épaule, provoque le contact, vit à mi-distance, et dans les fins de possession compliquées, il arrive toujours à trouver un tir propre. En play-off, ça c'est de l'or en barre. Et autour de lui, la superstar, ce qui est fort, c'est que tout s'emboîte parfaitement. Chet Holmgren est devenu un monstre défensif, une mobilité absurde, de la protection de cercle, une capacité à couvrir énormément d'espace derrière les défenseurs extérieurs du Thunder. Hartenstein, lui, apporte du poids et du rebond. Dort, Wallace et Caruso transforment les lignes arrière adverses en lessiveuses. Et comme si ça ne suffisait pas, OKC va récupérer Jalen Williams. C'est ça le pire, jusque-là OKC a roulé sur tout le monde en playoff sans même être au complet. Sauf qu'en face, San Antonio, c'est pas juste un outsider qui va prier pour un miracle. Parce qu'on parle quand même d'une équipe à 62 victoires, 2e de l'Ouest, donc oui, le Thunder a été plus fort, plus impressionnant, mais faut pas faire comme si les Spurs étaient arrivés là par accident. San Antonio, c'est pas une équipe sortie du play-in qui a pris feu pendant 2 semaines, non, c'est une équipe d'élite. Rien que ça change beaucoup de choses. Les Spurs ne gagnent pas des matchs juste quand Wemby sort un match digne d'un alien, c'est plus que ça. Ils attaquent fort, ils défendent fort, ils partagent bien le ballon et tout ça a une vraie cohérence. Et le truc super intéressant, c'est que je trouve que leur structure peut vraiment gêner Oklahoma City. San Antonio a de la taille, de la mobilité, du spacing, de la défense et assez de création pour ne pas devenir trop prévisible. Wemby donne une dimension unique, mais autour il y a quand même du monde. Fox met de la vitesse, Castle de l'explosivité et du playmaking, Vassell met des shoots, Keldon Johnson apporte de l'intensité, et les role-players complètent. En gros, San Antonio peut jouer grand sans devenir lent, et jouer vite sans devenir petit. Donc oui, Victor a transformé l'équipe, mais dire que absolument tout dépend de lui, ce serait manquer de respect à ses coéquipiers.
La vraie force de ces Spurs, c'est que Mitch Johnson a construit une équipe moderne autour d'un joueur unique sans tout lui mettre sur le dos. Le ballon circule, les rôles sont clairs, les aides sont punies, les extra-passes arrivent au bon moment et défensivement, ça ne repose pas seulement sur Victor va tout sauver. Ces Spurs restent jeunes bien sûr, mais ils apprennent vite. Minnesota a essayé de les bousculer et San Antonio a fini par répondre avec autorité. Et peu à peu là, je me dis que ces Spurs ont peut-être les outils parfaits justement pour réussir à sortir OKC de ses habitudes. Je dis pas qu'ils sont meilleurs, par contre je me dis qu'ils peuvent poser des problèmes qui seront vraiment chiants à résoudre pour le Thunder. Et le plus concret, pour illustrer ça, c'est d'observer comment San Antonio a déjà fait beaucoup de mal à Oklahoma City cette saison. Sur les 5 confrontations directes, les Spurs en ont gagné 4. 4 sur 5 contre la meilleure équipe NBA, et pas dans un seul scénario bizarre. Ils ont gagné à OKC, à San Antonio, dans des matchs serrés, dans des matchs contrôlés, et même avec un carton à plus de 130 points. Donc non, les Spurs n'ont pas juste accroché le Thunder, ils ont vraiment gagné ce duel de saison régulière. Et même si on le sait, les playoffs c'est une autre histoire, il y a quand même des choses impossibles à ignorer. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la façon dont OKC a été sorti de sa zone de confort. Leur attaque paraît beaucoup moins fluide contre San Antonio. Normalement, le Thunder c'est drive, ballon ressorti, coupe, extra passe, tir ouvert. Contre les Spurs, tout ça devient moins fluide, moins automatique. Et si on veut expliquer ça, la première raison elle est assez évidente. La taille. San Antonio a dominé le rebond dans ces confrontations. Ils ont réussi à s'offrir beaucoup de secondes chances et ça change tout. Parce qu'OKC adore courir après un stop. Ils défendent, récupèrent le ballon, accélèrent et d'un coup, t'es déjà en retard. Mais si San Antonio domine le rebond offensif, ils cassent leur transition. Et s'ils cassent leur transition, ils cassent une partie du moteur offensif du Thunder. Et bien sûr, encore une fois, au milieu de tout ça, le principal responsable c'est Victor. Par contre, faut préciser un truc, Wemby n'a pas tourné à 40 points de moyenne contre OKC, il n'était même pas à 100%. Son impact dépasse surtout la ligne de stats, le sujet c'est tout ce qu'il modifie par sa présence. Les pénétrations moins naturelles, les tirs au cercle hésitants, les angles de passe qui changent, les aides qu'OKC doit envoyer. Et ça pour une équipe aussi programmée que le Thunder, qui joue de façon aussi automatique, et ben ça peut être problématique. Même Chet Holmgren a eu du mal à être pleinement lui-même dans ce match-up. Contre San Antonio, il tombe autour de 10 points par match avec une adresse moyenne, notamment de loin. Et chez lui, a scoré bien sûr, le mec est trop fort pour être éteint, mais les Spurs ont réussi un truc essentiel, accepter ses points sans laisser tout le reste du Thunder dérouler derrière lui. Et ce que je me dis, c'est qu'en playoff, ce genre de détail peut tout à fait faire basculer une série. Face à Shea, l'objectif n'est pas de le bloquer à 18 points, bonne chance pour ça. Le but c'est de l'obliger à bosser, de lui montrer plusieurs corps, plusieurs aides, tout en coupant les connexions autour. Et San Antonio, jusque-là en saison, l'a plutôt bien fait. Quand tu fais ça pendant tout un match, tu ne l'éteins pas, mais tu dérègles un petit peu sa machine. Tout ça c'est super positif je trouve pour les Spurs, mais après, il faut quand même calmer le jeu 2 secondes. En playoff, j'imagine très bien que Mark Daigneault saura adapter sa stratégie, et on verra peut-être un autre visage à OKC. Le 4-1 de San Antonio en saison, c'est pas une preuve que les Spurs vont gagner en playoff. Par contre, c'est une alerte. C'est la preuve que ce match-up peut vraiment créer un vrai problème sur le terrain à cette team d'Oklahoma City. Victor Wembanyama pour OKC, c'est pas juste un très grand joueur à défendre, c'est un joueur qui peut créer des brèches partout. Au cercle, il peut finir au-dessus de tout le monde. Au large, il peut recevoir le ballon haut, tirer, attaquer face au panier. En défense, il change toutes les pénétrations. Dès qu'il s'approche, les joueurs hésitent, parfois une demi-seconde de trop. Et en NBA, une demi-seconde, ça peut être énorme. C'est pour ça, ce duel entre Chet et Wemby, je pense que ça va être du miel à observer, j'ai hâte. Victor a beau être phénoménal, Holmgren lui aussi est monstrueux, il défend, il shoot, il court, il attaque le panier, c'est pas la star du Thunder, mais il est loin d'être seulement un figurant. Le truc, et désolé pour les fans de Chet, c'est que Wemby pousse tous les curseurs encore plus loin, il a de quoi le dominer dans tous les secteurs ou presque, et surtout, Victor est déjà l'axe principal d'une équipe ambitieuse, pas Chet. Holmgren peut dominer Wemby sur certaines actions, ça c'est sûr et certain, par contre Wemby, lui, a davantage le poids pour changer le cours de toute une série. En saison, le français tourne à 25 points, plus de 11 rebonds et plus de 3 contres en moins de 30 minutes. En playoff, il score un peu moins, mais reste à plus de 20 points, plus de 10 rebonds et plus de 4 contres. Et tout de suite, je vous vois venir. Non, il marque moins, ça veut pas dire qu'il pèse moins. Ça va être un énorme mal de tête pour Mark Daigneault de trouver comment le limiter. Si OKC met un petit sur lui, Victor tire par-dessus. Si le Thunder met un joueur plus lourd, il l'éloigne du cercle. Si OKC met Chet, le match-up est plus logique, mais ça ne règle pas tout. Victor reste plus grand, plus central, plus créatif. Daigneault doit choisir, accepter le 1 contre 1, aider, doubler ou vivre avec les shooters. Chaque réponse ouvre une autre question, chaque solution amène d'autres problèmes. Par contre, oui, je le répète, Chet il peut apporter des réponses, mais je suis pas sûr que sur toute une série, ce soit vraiment lui la solution ultime. Puis il y a la couche émotionnelle, Wemby et Chet, ça remonte à la finale de Coupe du Monde du 19 en 2021, quand les États-Unis battent la France de 2 petits points. Holmgren gagne le titre, mais Victor, à 17 ans, sort déjà 22 points, 8 rebonds et 8 contres. Depuis, chaque duel entre les deux ressemble à un aperçu du futur de la NBA, et Wemby, quand il y a une histoire autour du match-up, quand ça devient un peu personnel, souvent, il monte encore son niveau d'un cran. Et si on ajoute à ça qu'il a peut-être un petit peu de rancœur d'avoir fini 2ème au MVP juste derrière Shai Gilgeous-Alexander, ça pourrait le surbooster.
Et un Victor surmotivé, on le sait, généralement c'est plus que positif pour San Antonio. Quand Wemby monte en intensité, toute l'équipe monte avec lui. On l'a vu contre Minnesota avec ce match à 39 points, 15 rebonds et 5 contre. Donc non, la rivalité avec Chet ne suffit pas à battre OKC, ce serait trop facile. Mais elle ajoute une tension, une envie, et si un challenge de ce type motive encore plus le français, les Spurs pourraient vite devenir un adversaire très sérieux. Et puis même si ce duel Chet-Victor va nous occuper plus que jamais, ce serait quand même débile de penser que les Spurs c'est que Wemby. Victor reste le centre de gravité évidemment, mais cette saison San Antonio a franchi un cap parce que le reste est hyper cohérent, le ballon circule, les shooters savent où se placer, les créateurs secondaires prennent leurs responsabilités, on ne parle plus d'une équipe qui attend juste des exploits de Wemby pour gagner. Et pour une défense, ce danger qui peut venir de partout, et pas seulement de Victor, ça peut vite devenir compliqué à gérer. Si tu peux juste envoyer 2 joueurs sur Wemby et accepter le reste, ok tu peux survivre, sauf que Mitch Johnson a construit une attaque plus intelligente, il utilise la gravité de Victor pour créer un avantage, une aide arrive, le ballon ressort, une rotation est en retard, extra passe, un shooter est ouvert, sanction, du Spurs basketball à la Popovich, mais version 2026. Et celui qui représente le mieux tout ça derrière Wemby, je trouve, c'est Stephen Castle. Castle est devenu beaucoup plus qu'un sophomore qui découvre les playoffs. En saison, il a tourné à 17 points, 5 rebonds et 7 passes, et en playoffs, il est presque à 20 points par match. Ça veut dire que San Antonio n'a pas seulement un alien à l'intérieur, ils ont aussi un arrière capable d'organiser, d'attaquer, de défendre fort et de prendre ses responsabilités. Son Game 6 contre Minnesota raconte tout. 32 points, 11 rebonds, 6 passes, une énorme adresse et surtout une vraie maturité. Les Wolves lui ont donné de l'espace et il a pris chaque centimètre qu'on lui donnait. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est comment il a fait ça de façon super naturelle, c'est balèze. Et autour de ce tandem, chacun a un rôle précis. Fox donne de la vitesse, Vassell étire le terrain, Champagny met ses tirs, Keldon fait le sale boulot, Barnes apporte de l'expérience, Harper donne du punch en sortie de banc, et je trouve que pour un rookie, il est super bon à ce niveau-là de la compétition. Il n'a pas besoin de 25 systèmes, il entre en jeu, il attaque, il met du rythme, et il peut changer un quart-temps avec son énergie. Dans cette team, tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire, et défensivement, c'est la même si Wemby, c'est le pilier, tout ne repose pas sur lui. Bien sûr que Victor reste l'ultime protection, mais la première ligne a progressé, Castle peut prendre de gros match-up, Vassell fait de vrais efforts, Harper met de la pression, Champagny est solide, du coup Wemby ne doit pas éteindre un incendie tout seul à chaque possession, il complète une structure, et là ça devient beaucoup plus sérieux. Alors oui, San Antonio reste jeune évidemment, le Thunder a plus de vécu et plus d'expérience dans son costume de champion. Les Spurs, eux, apprennent encore, ils peuvent avoir des trous d'air, des pertes de balles, des moments où la jeunesse ressort, mais ils apprennent à une vitesse folle. Dans ces playoffs, ils ont déjà connu des matchs compliqués, de la pression physique, une éjection, et à chaque fois, ils ont répondu. Donc non, ce n'est pas encore une machine aussi sûre qu'OKC, mais ce n'est pas un chantier non plus, loin de là. Pour la première fois de ces playoffs, les Spurs, dans une série, auront le rôle de l'outsider, et finalement, ça peut peut-être jouer en leur faveur. Je veux être clair, je dis pas qu'OKC est arrogant, c'est pas forcément vrai. Le Thunder est champion en titre, bien coaché, discipliné, et l'équipe sait quel sacrifice ça demande pour aller au bout. Mais cette année, le Thunder n'a pas encore vraiment été mis en difficulté. 2 tours, 2 sweeps, 8 victoires, aucun match 6, aucun match 7, aucun moment où la machine s'enraye. Et là, ce qu'on peut en dire, c'est que sur le papier, ça fait super peur. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un gros rouleau compresseur que personne ne peut arrêter. Puis balayer Phoenix, puis les Lakers, ça veut dire moins d'usure, plus de repos, plus de temps pour se préparer. En théorie, c'est idéal. Mais en playoff, trop de confort peut aussi être un piège. Pas parce que ça te rend faible, juste parce qu'à force de ne pas être challengé, de ne pas être mis à mal, t'oublies un peu ce que c'est la difficulté. Et là, clairement, dans ce domaine-là, le contraste avec les Spurs est vraiment saisissant. San Antonio sort d'une vraie guerre contre Minnesota. Ils gagnent en 6 matchs, mais la série leur demande de répondre à plusieurs formes de pression. Game 1 perdu de 2 points, avec un Wemby maladroit en attaque, mais monstrueux en défense. Game 2, correction immédiate. Game 3, Victor hausse le ton. Game 4, il y a eu l'expulsion. San Antonio a déjà eu à montrer que l'équipe pouvait gagner dans la douleur, et je trouve ça primordial pour une équipe si jeune. Parce que le vrai moment de bascule, pour moi, là, dans cette demi-finale de conférence, c'est le Game 5. Les Wolves sont revenus à 2-2 après une défaite durant laquelle Wemby, justement, on en parlait juste avant, s'est fait expulser suite à son coup de coude sur Nasrid. Pour une équipe aussi jeune, c'est le moment où tout peut partir en sucette, tout peut partir de travers. Ton meilleur joueur est frustré, l'adversaire sent qu'il peut te provoquer, c'est là où faut rester super solide. Et c'est réussi, cette expulsion, ça a été un déclic. 2 victoires à 30 points d'écart de suite, au Game 5 puis au Game 6 pour se qualifier en finale de conférence. Wemby l'a dit après coup, il devait faire une déclaration mais sans donner aux Wolves ce qu'ils cherchaient, ne pas répondre à la physicalité par de la frustration, se concentrer sur le basket, battre les Wolves en jouant efficacement, ça c'est un vrai signe de maturité. Minnesota a essayé de rendre la série sale, physique, et les Spurs ont su répondre. Ils ont su s'adapter. San Antonio a eu à faire face à plein de choses pendant ces playoffs. Les joueurs ont eu besoin de mettre leurs mains dans le cambouis, et niveau expérience, ça a pu apporter un vrai coup de boost. Tout ça dans une finale de conférence, ça peut peser, et si la série contre OKC se transforme en bras de fer, finalement, San Antonio aura peut-être un petit avantage. Oui, si on parle talent pur, profondeur, régularité ou expérience, OKC a des arguments énormes.
Mais si cette série devient sale, physique, nerveuse, et que les arbitres sont à la hauteur, le rapport de force peut changer. Après, je dis pas qu'OKC va fuir le combat, à ce petit jeu-là, ils peuvent être très bons aussi, ils savent jouer dur, mais justement, dans ce contexte-là, les Spurs ont montré qu'aussi ils pouvaient s'en sortir vainqueurs. Mais ouais, justement, attention, parce que dans le roster d'OKC, des mecs qui sont capables de te pourrir une soirée, il y en a un paquet. Lou Dort, c'est le gros coffre, l'impact, le mec qui reste collé à toi tout au long du match. Wallace, c'est la pression, les mains actives, le défenseur qui t'oblige à rester loin du cercle. Caruso, lui, c'est le rat du gymnase, il lit tout à l'avance, coupe les lignes de passe, vient aider au bon moment, gratte un ballon que personne n'avait anticipé. OKC force quasiment 17 pertes de balles par match, et pour ça, ils peuvent amplement remercier ces trois-là. Parce que quand le Thunder commence à voler des ballons, ça peut partir extrêmement vite ensuite en contre-attaque. Cette pression, ça peut te faire paniquer, et si tu laisses le Thunder installer ce jeu-là, tu peux prendre de gros runs, et ensuite c'est fini, tu reviens plus. Les porteurs de balles des Spurs vont être testés tellement fort dans cette série, ça va être une des clés. Castle, Fox, Harper, Vassell, tous vont devoir gérer cette pression. OKC va vouloir les étouffer dès la montée de balle, mettre leurs mains partout, perturber les dribbles, leur faire prendre des décisions précipitées. Le but est simple, empêcher San Antonio de faire circuler le ballon. Si les Spurs gardent leur calme, ils trouveront des solutions. Sans ça, s'ils forcent, le Thunder peut les avaler tout cru. C'est pour ça, autant Mark Daigneault va devoir préparer un vrai plan de jeu contre les rebonds offensifs et la taille, mais Mitch Johnson, lui, devra préparer un vrai plan de jeu anti-perte de balle. Si Castle ou Harper force trop, si Fox ne met pas ses tirs, si les Spurs confondent vitesse et précipitation, ça peut tourner très mal pour eux face à une telle équipe. La clé, ce sera de rester lucide malgré les contacts, accepter les possessions longues, et surtout, ne jamais donner d'occasion de lay-up facile à OKC en transition. Mais je le répète, et c'est ce qui me rassure, c'est que si le Thunder veut transformer cette série en bagarre, les Spurs ont les arguments pour répondre. C'est pour ça que pour moi, dans cette série, l'écart entre ces deux teams n'est sûrement pas aussi abyssal qu'on pourrait le penser au premier abord. Maintenant, tranquille, le Thunder reste probablement la meilleure équipe NBA actuellement. Un titre déjà en poche, un parcours de playoff parfait, une défense monstrueuse, une profondeur énorme, un coach très fort et sûrement le meilleur joueur du monde qui est double MVP. Donc non, Mataïk c'est pas OKC est surcoté et les Spurs vont les bouffer. Non, le Thunder est terrifiant, je tiens à le dire, et c'est justement ça qui rend cette série intéressante. Parce que ouais, sur le papier, je pense que OKC est favori, mais est-ce que ça veut dire que pour autant, ils sont imbattables? Je pense pas. Pour embêter une équipe aussi forte, il faut un profil très particulier, et San Antonio possède ce mélange rare, une superstar unique, de la longueur partout, du rebond, une vraie structure collective, plusieurs créateurs, une défense polyvalente, et surtout, aucune peur. Ces Spurs-là ne jouent pas comme une équipe impressionnée d'être arrivée jusqu'ici, non, ils ont rien à perdre, ils veulent tout donner. C'est vraiment une team qui devrait arriver morte de faim pour cette finale de conférence, mais c'est aussi une team qui a réussi à faire ses preuves depuis le début des playoffs. Alors peut-être qu'OKC va me faire mentir et remporter cette série en 4 ou 5 matchs, ouais, ça peut arriver, mais considérer trop vite les Spurs comme une victime annoncée, je pense que ce serait une erreur. Au final, c'est simple, OKC est peut-être la meilleure équipe, mais les Spurs représentent sûrement le pire match-up contre eux. San Antonio n'avait plus joué de finale de conférence depuis 2017. Historiquement, cette franchise, c'est la stabilité, le développement, la transmission. Duncan, Parker, Ginobili, Popovic. Avec Wemby, un nouveau cycle peut s'ouvrir. Et là, les Spurs ont peut-être déjà sauté plusieurs étapes dans cette post-season. Ils sont déjà au contact du champion. Et c'est aussi pour ça que cette finale de conférence peut devenir piégeuse pour OKC. Wemby n'est plus seulement le futur de la NBA dans les highlights et les projections, il est déjà en finale de conférence face aux champions en titre avec une équipe à 62 victoires et une vraie confiance construite tout au long de la saison. Les Spurs peuvent perdre évidemment, mais ils ne ressemblent plus à une équipe qu'on applaudit poliment, non, ils ressemblent à une équipe qui vient pour détruire. Et c'est pour ça qu'OKC doit vraiment prendre cet adversaire au sérieux. Ok, ils sortent de 2 sweeps, mais là, on parle pas des Suns ou des Lakers sans Luka Doncic, on parle des Spurs au complet. Là, les joueurs de San Antonio débarquent dans cette finale de conférence sans avoir peur du champion en titre. C'est pro, c'est mature, ça s'adapte et ça progresse à vue d'œil. Si OKC aborde cette série comme une simple étape avant les finales NBA, en mode arrogant, ils peuvent se faire surprendre. Parce que l'objectif des Spurs, c'est pas de perdre en finale de conférence, c'est de gagner le titre. Et au vu de leur mentalité, de leur état d'esprit, je suis assez persuadé qu'ils peuvent y arriver. Alors est-ce que je m'enflamme? Oui, peut-être, mais je reste persuadé d'une chose. S'il y a vraiment une équipe qui peut empêcher OKC de faire le back-to-back, c'est bien les Spurs. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ça, ou est-ce que vous pensez que le Thunder est trop fort, même pour cette team de San Antonio? Dites-moi tout ça en commentaire, la MIF, et surtout, pensez à booster cette vidéo si elle vous a plu, c'est essentiel pour l'algorithme. Je répète également, abonnez-vous ici si ce n'est pas encore fait, et moi, je vous dis à tout de suite, là, directement, pour débattre de tout ça dans la section commentaires.